Vendredi 25 octobre 2019, Vincent Message, enseignant de littérature comparée à l'Université Paris 7 et co-directeur avec Olivia Rosenthal et Lionel Ruffel du Master de création littéraire, était à la librairie Ombre Blanche. Il y présentait Cora dans la spirale, son troisième roman après Les Veilleurs et Défaite des maîtres et professeurs, tous parus aux éditions du Seuil. Bonsoir, merci d'être venu ce soir à la rencontre avec Vincent Message. Merci à Vincent Message d'être là et merci aux éditions du Seuil également d'avoir permis cette rencontre. Vincent, vous êtes l'auteur de 3 romans, Les Veilleurs, Défaite des maîtres et possesseurs et Cora dans la spirale qui vient de sortir et dont vous êtes là pour nous parler de ce roman ce soir. Est-ce que vous pourriez nous résumer en quelques mots ce dernier roman pour ceux qui ne l'auraient pas lu dans la salle? Oui, bonsoir à tous. Peut-être déjà savoir, est-ce qu'il y a des personnes qui l'ont lu dans la salle? Oui, vous êtes 3, d'accord. 4, donc il y a une majorité de gens quand même qui l'ont pas lu. Je peux juste dire disons l'amorce de l'intrigue. Ça se passe pendant la crise économique des années 2010-2012 et ça raconte 3 années donc dans la vie d'une femme qui s'appelle Cora Salm, qui a 30 ans quand l'intrigue s'ouvre, qui reprend le travail après un congé de maternité dans une entreprise d'assurance, Borelia, où elle est au service marketing. Et cette entreprise va être rattrapée par la crise économique, avec des conséquences de plus en plus marquées sur la vie de Cora, qui va du coup être entraînée dans ce qui s'appelle dans le livre la spirale, donc une sorte de descente aux enfers, qui va très durablement affecter sa vie. Et le récit est mené par un narrateur qui, des années après, enquête sur ce qui s'est passé dans cette entreprise et dans la vie de cette femme ces années-là, qui s'appelle Mathias, donc, qui est journaliste. Il veut écrire là-dessus. Et il va donc aller interroger différents témoins, des proches de Cora, dans sa famille, mais aussi des collègues de l'époque, qui pour certains étaient aussi des amis, pour essayer de voir comment entre une crise mondiale et ce qui est devenu une crise intime, les choses se sont entraînées les unes les autres. Et alors, c'est quoi le point de départ, la genèse de ce roman? Il est né en fait dans ces années-là. Donc j'ai été assez attentif à partir de 2008 à ce qui se disait dans les médias, dans la presse, de la crise des subprimes, qui est partie de New York, et à la façon dont ça a affecté de manière très forte la vie des gens petit à petit aussi en Europe et en France en particulier. Avec cette idée que pour la génération de Cora, qui est aussi à peu près la mienne, on n'a pas beaucoup d'âge d'écart, elle est née en 81, c'est une génération qui a toujours entendu le mot de crise, mais pour qui ce mot s'était un peu affadi, avait un peu perdu de son sens, on avait l'impression que c'était toujours la crise. Et là, 2008, c'est comme si ce mot reprenait un sens beaucoup plus marqué, beaucoup plus fort. Oui, il reprend de la vigueur. Dans la gravité avec laquelle les politiques en parlent, la manière dont les journaux s'en occupent, redonne un sens différent à ce mot. On parle de la plus grande crise depuis celle de 29. Et donc, évidemment, j'ai été assez marqué par ces moments-là, d'autant que ma génération arrivait sur le marché du travail et donc confrontait aussi un peu ses rêves à la réalité des entreprises, les découvrait. Je me suis rendu compte aussi que c'était des thèmes qui étaient très peu traités en littérature française. Il y a quelques romans de conflits d'usines, conflits ouvriers plutôt, mais sur les entreprises de services, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Ou alors c'était seulement un décor. On savait que le personnage travaillait dans une entreprise, mais on ne savait pas tellement ce qu'il y faisait. Alors que le travail, au fond, occupe quand même l'essentiel de nos semaines, de nos journées, détermine beaucoup nos humeurs, nos états mentaux, et ça jusqu'à des choses très privées. Et donc j'ai eu l'idée de raconter l'histoire de quelqu'un qui serait qu'on suivrait dans sa vie privée mais aussi dans son travail, et de faire de l'entreprise un vrai lieu de l'intrigue, un vrai moteur de l'intrigue, c'est-à-dire raconter aussi ce que c'est que l'histoire d'une entreprise à travers différents points de vue, et pas seulement en faire comme ça une sorte de toile de fond. Et alors, pourquoi vous avez choisi déjà un personnage de femme et comment est-ce que vous avez façonné le personnage de Cora? Très vite, ça a été une femme dans ma tête.
Je crois d'abord que mon premier roman, Les Veilleurs, qui est paru en 2009, est un roman assez masculin. C'était vraiment un roman sur l'amitié masculine. Enfin, c'était pas le thème, mais c'était comme ça que les personnages étaient configurés. Il y avait un type qui commet un crime de rue, qui s'endort sur le corps de ses victimes, et qui est donc évidemment arrêté, jugé. Et il y a un psychiatre et un policier qui essayent de déterminer par une expertise assez longue s'il est responsable de son acte ou s'il est fou et pourquoi il est tombé comme ça dans la violence. Donc les choses se jouaient autour d'un trio d'hommes, un psychiatre, un policier et ce meurtrier. Et les personnages féminins étaient vraiment au second plan. Donc d'abord, il y avait l'envie de faire quelque chose de nouveau, sachant que moi j'ai grandi dans un milieu très féminisé, je travaille aussi dans des milieux féminisés, donc c'est une part de mon expérience, qui est une expérience indirecte bien sûr, mais qui est importante pour moi. Et puis je me disais que pour raconter une histoire d'entreprise, c'était évidemment intéressant de prendre le point de vue d'une femme, parce que l'entreprise est un lieu de subordination hiérarchique quand on est salarié. Ce qui, moi, d'ailleurs, est toujours quelque chose qui m'étonne, puisqu'on vit dans des démocraties où on est censé avoir un pouvoir de codécision assez fort. Or, l'essentiel de nos économies tourne sur ce régime du salariat qui, à l'inverse, n'est pas du tout démocratique et est vraiment un régime de subordination. Mais à cette domination-là, s'ajoute pour les femmes une autre domination, qui est évidemment celle des hommes dans les structures de pouvoir. Cora, elle travaille dans un service marketing qui est donc assez féminisé, à peut-être 60-70%. Mais ses chefs, même plus d'eux, on en voit deux dans le roman, un avec qui elle s'entend plutôt bien, qui s'appelle Édouard Verzac, et un avec qui ensuite les choses vont se passer beaucoup plus mal, qui s'appelle Franck Tomaso, ou le PDG de la boîte évidemment, ou etc. En haut, les manettes sont plutôt tirées par des hommes. Sans compter évidemment les effets pervers de la domination masculine dans les entreprises, donc des phénomènes qui peuvent être entre harcèlement moral et harcèlement sexuel, du sexisme plus ordinaire, même quand ça ne va pas jusqu'au harcèlement, des injonctions contradictoires pesant sur les femmes et sur leur corps, en particulier à l'âge qu'elle a, c'est-à-dire un âge où on lui demande de tenir tous les fils de sa vie à la fois, ou en tout cas on lui demande où elle veut. C'est quelqu'un qui a une multiplicité de facettes. Elle est jeune maman, elle voudrait pour autant continuer à être une amante, une amie, éventuellement une militante, une artiste, parce qu'elle a une vocation assez forte pour la photographie. Elle a essayé de se lancer dans la photographie ces premières années. Et puis ça n'a pas marché, elle était trop précaire, donc elle a renoncé, mais c'est quand même quelque chose qu'elle continue à porter en elle de manière très vivace. Et donc c'est cette multiplicité-là féminine, qui se trouve malmenée, réduite par tout simplement le réel économique, et puis ensuite la situation plus particulière de cette entreprise à ce moment-là de son histoire. Et alors, justement sur le monde de l'entreprise, il me semble que vous n'avez jamais travaillé dans une entreprise comme celle dans laquelle travaille Cora, et pourtant tout est très précis, avec une exactitude parfois quasi documentaire. Comment est-ce que vous avez fait vos recherches? Comment est-ce que vous avez réussi à construire ce contexte sans en connaître, pas sans y connaître quoi que ce soit, parce que j'en sais rien, mais sans y connaître grand-chose, on va dire, avant. Bah là, c'est aussi quelque chose... moi, j'aime beaucoup ce jeu entre expérience directe et expérience indirecte. Donc l'expérience directe, c'est ce qu'on a vécu soi-même, vraiment. Et l'expérience indirecte, on n'en parle pas souvent dans ces termes, mais en fait, c'est une part considérable de nos vies. C'est tout ce qu'on sait, parce que d'autres autour de nous nous en parlent, ou le vivent, parce qu'on lit là-dessus, parce qu'on rêve là-dessus, parce que les fictions dans lesquelles on s'embarque nous y emmènent, parce que les médias nous en informent, etc. Et donc c'est évidemment le double défi. Écrire un livre où le point de vue principal est celui d'une femme, et je n'en suis pas une. Écrire un livre qui se passe essentiellement, même s'il n'y a pas que ça dans le livre, mais qui se passe beaucoup, disons, dans une entreprise, alors que je ne travaille pas dans ce genre de milieu. Donc il y avait l'idée d'écrire une vie qui n'est pas la mienne, mais que j'aurais pu avoir, au fond, et comment elle se serait passée si je l'avais eue. Voilà, une sorte de jeu comme ça avec les mondes possibles qui, moi, m'intéresse beaucoup en littérature. Ça a supposé de se mettre à l'écoute de voix du réel, donc j'ai fait pas mal d'entretiens sur des années avec des amis, puis des gens que je ne connaissais pas, qui bossaient en entreprise. Ensuite, au fond, c'était d'ailleurs très amusant, j'ai créé une entreprise fictive, voilà,
J'en étais le seul actionnaire, le patron, le manager. Et donc... C'est un côté pratique. C'était très pratique, oui, ça évite les résistances parfois pénibles du réel. Et donc, une fois que j'ai décidé que ça allait être une compagnie d'assurance, il fallait savoir un peu quel genre de boîte. Alors pourquoi j'ai choisi les assurances? C'est pas du tout un choix intuitif. Parce qu'il me semblait que c'était un métier peu représenté, très important dans nos sociétés, où tout est assuré, c'est-à-dire cette librairie, nos vies, les visages des mannequins, les pieds des footballeurs, les mains des pianistes, et dont on parlait très peu, parce que c'est une sorte comme ça de filtre ou de trame invisible qui est déposée sur toutes les choses du monde, sans lesquelles le capitalisme ne fonctionnerait pas. Cora va à Amsterdam à un moment donné, et je raconte comment elle sent physiquement dans cette ville que c'est le fait que les cargaisons des bateaux soient couvertes par des assureurs qui, à partir du XVIIe siècle, a permis l'essor commerçant et bourgeois d'une capitale comme celle-là. Mais la même chose vaut à Londres, qui est aussi une ville où les assurances sont nées. Donc comme ça, un vieux métier du capitalisme assez noble, reposant sur un principe de solidarité, et puis aussi un métier nécessaire, dont personne ne conteste la raison d'être, mais qui peut connaître aussi des inflexions beaucoup plus malsaines, une financiarisation très forte, donc représentative en ça, une sorte de nouvel esprit du capitalisme qui ça m'intéressait d'ausculter. Et donc, une fois que j'ai déterminé ça, je me suis mis à interroger les gens, des gens qui travaillaient dans ce secteur, pour qu'ils me racontent le sens qu'ils mettaient dans leur métier, le type de parcours qu'ils avaient eu, le type d'ambiance qui pouvait régner dans leur bureau, et puis aussi ce qui éventuellement venait, à l'inverse, contraindre leur travail, le vider de son sens. Voilà, mais il y avait aussi l'idée de faire des assurances une sorte de principe plus poétique ou plus général du livre autour de la question du risque. Le risque est un thème qui me travaille moi assez intimement. De ce point de vue, c'est un livre très personnel, même s'il ne parle pas de moi. En fait, il y a plein de choses de moi dedans. Et je m'interroge beaucoup sur ce qui fait quel risque on a besoin de prendre pour se sentir vivant, et à l'inverse de quoi on a peur, de quel risque on s'écarte, comme des écueils sur lesquels il ne faudrait pas s'échouer. Et ça varie beaucoup selon les personnes. Le rapport au danger, le rapport à l'engagement professionnel, à l'engagement privé, extrêmement variable selon les personnes et les phases de leur vie. Et du coup, comme je voulais une galerie de personnages, une galerie de portraits aussi, je me disais que ce serait une très bonne manière de les différencier et aussi voilà, de parler de ce thème-là, que de voir quel rapport au risque ils ont. Alors, il se trouve que dans ce milieu des assurances, souvent les gens sont plutôt riscophobes. Ils ne sont pas attirés par ça pour rien. Donc Cora est quelqu'un qui a comme ça un rapport assez compliqué au risque. Quand elle a fait de la photo, elle a considéré qu'elle en prenait trop. Elle n'arrivait pas à boucler ses fins de mois, les journaux ne finançaient plus tellement de reportages. Elle s'est dit, là, si je continue encore 2-3 ans, je vais me retrouver vraiment dans une situation de précarité très, très difficile, dont il sera difficile aussi de sortir. À l'inverse, une fois qu'elle se retrouve dans un emploi du temps où 5 jours sur 7, elle va au même endroit, voir les mêmes personnes et faire des choses qui se ressemblent, elle se dit que peut-être elle n'a pas pris assez de risques. Et le roman raconte aussi la manière dont, pour compenser ce qu'il peut y avoir de plus austère ou de moins charnel dans son travail, elle va développer comme ça des stratégies de compensation, donc, ou de fuite, ou chercher de nouvelles intensités, de nouvelles aventures ailleurs. Oui, elle se rend compte quand même au bout d'un moment dans sa vie que le compromis, c'est parfois un peu ennuyeux, quoi. Oui, alors je peux peut-être lire un petit passage, puisqu'on a dit qu'on ferait des lectures, donc je vais essayer de trouver un petit truc là-dessus. Il y a un chapitre le livre est construit par chapitres, et les chapitres, ils comptent beaucoup. C'est vraiment des unités de construction importantes. Et il y en a un donc qui s'appelle Démon de compagnie, où je reviens plutôt dans son passé, sa jeunesse, et j'évoque un peu les névroses avec lesquelles elle bataille, les choses avec lesquelles elle s'est construite. Et donc là, c'est un moment où ses amis autour d'elle commencent à gagner bien leur vie, alors qu'elle, elle n'arrive pas du tout à boucler ses fins de mois avec son métier de photographe. Elle avait eu envie de devenir photographe pour que lui survive la manière, un peu originale, espérait-elle, dont elle regardait le monde. Mais si elle échouait dans cette voie, ne parvenait pas à donner forme à cette sensibilité,
alors sa vie aurait été bien plus insignifiante encore que celle de ceux, d'une certaine façon plus modestes, qui dépensaient leurs forces pour une structure plus grande qu'eux, et acceptaient de voir ces forces s'effacer, se perdre dans un travail collectif trop ramifié et complexe pour qu'on puisse encore mesurer leur apport. Il y avait plus de mauvais jours que de bons jours, et les mauvais jours lui soufflaient que vouloir être artiste, c'est devenir son propre chef et sa propre victime, causer sa propre perte, organiser méthodiquement les conditions de son propre échec et de sa marginalisation. Il fallait voir les choses en face. Elle était une photographe à peine plus douée que la moyenne dans un milieu où seuls pouvaient prétendre s'en sortir ceux qui avaient le plus de talent, le plus de culot ou de charisme. Une vocation réussie, un métier qu'on fait par passion. C'était peut-être la vie la plus haute et la plus fidèle à l'enfance, mais une vocation ratée. Pourquoi s'accrocher à un rêve qui vous rend malheureux ? Si elle persistait 2 ans de plus, elle serait prise dans l'escalade des engagements. Elle aurait trop misé sur cette possibilité et devrait s'y accrocher, alors que pour le moment, il n'était pas trop tard pour se retirer du jeu. Elle avait fait de bonnes études, présentait bien, elle pourrait trouver un travail dont le salaire tomberait à la fin du mois sans qu'elle ait pour cela à se battre, à relancer et réclamer. On la poussait dans ce sens d'ailleurs. Les amis à qui elle disait « Tu vois, l'économie de nos jours, c'est une espèce de dictature qui ne laisse que 2 choix, crever la dalle ou faire des métiers à la con », répondaient avec indulgence qu'elle était trop idéaliste, ou le prenaient pour eux et lui faisaient sentir combien la remarque était snob. Comme cela allait bien avec Pierre, qu'ils étaient toujours fourrés l'un chez l'autre, au point que cela devenait aberrant de payer 2 loyers, ils se sont cherchés un appart. Ils ont visité quelques biens au charme fou. L'un, par exemple, dont les poutres apparentes culminaient à 1,80 m au-dessus du parquet, ce qui promettait à Pierre de nombreux séjours aux urgences, heureusement assez proches pour qu'on en entende constamment les sirènes. Ou bien cet autre que la lumière inondait si généreusement qu'on pouvait espérer à 2 heures de l'après-midi fin juin y apercevoir le soleil. Les propriétaires et les agents cachaient leur enthousiasme devant le dossier où elle compilait ses photos publiées, et ils s'attardaient au contraire avec ce qu'elle estimait être une joie mauvaise sur ses déclarations d'impôts, augure à leurs yeux plus lisible de son succès ou de ses échecs à venir. Lorsqu'ils ont signé le bail de l'appartement de Gambetta, avec sa grande cour intérieure où les terrasses colorées s'étageaient comme dans un décor de théâtre, elle s'est dit que c'était passé cette fois-là, qu'ils avaient eu de la chance, mais que tant qu'elle serait dans la photo, ils ne pourraient jamais prétendre à louer plus grand, encore moins à acheter. Et les petites phrases des banquiers, ajoutées aux petites phrases des amis plus bourgeois, ajoutées aux petites phrases qui échappaient à ses parents et à ceux de Pierre qui avaient dû se porter caution, ajoutées aux remarques de Pierre quand il était de mauvaise humeur ou qu'il en avait marre de devoir la ramasser si souvent à la petite cuillère, ajoutées au désir plus grand qu'elle sentait croître en elle de se poser, d'être un peu plus tranquille, de donner naissance à un enfant. Ces petites phrases accumulées et ce désir de plus en plus grand ont eu raison du rêve, l'ont convaincu d'y renoncer ou au moins de le remettre à plus tard. Parfois, lorsqu'elle reçoit d'Agathe Kerlan ou de Franck Tomaso des séries d'ordres et de contre-ordres, des ordres tour à tour sensés et absurdes, des contre-ordres qui tantôt la soulagent et tantôt l'exaspèrent, elle se dit qu'à l'époque, elle a souffert de cette liberté trop grande et que maintenant elle souffre de l'avoir à ce point perdue. Ce qui dessine dans son esprit un tableau peu flatteur, autoportrait de l'artiste en éternelle insatisfaite, jamais contente et bonne à rien. Mais les démons qui se battent dans son ventre sont de ceux qui poussent à préférer l'aliénation derrière les vitres de la grande tour à la vie de tournant rond dans les 19 mètres carrés du studio. Les journées à courir partout sans un instant pour soi, à celles où personne ne vient demander votre aide. Le trop-plein qui étouffe, au vide où on se noie. Alors j'ai une question sur le narrateur. Comment vous avez choisi ce narrateur qui est un peu curieux au départ, on ne sait pas vraiment qui c'est, on ne sait pas au départ qu'il est journaliste, on ne sait pas pourquoi il veut écrire, pourquoi il enquête sur Cora. Comment il est né dans votre esprit ? Alors pas tout de suite, j'ai envisagé pas mal d'options et la jeunesse du livre a été lente puisque donc j'y réfléchis depuis 9 ans et donc il y a eu comme ça des strates qui se sont sédimentées. Et j'aime bien travailler comme ça d'ailleurs, c'est-à-dire il y a des choix qui restent, qui vous hantent, vous laissez du temps passer, ils sont toujours là, et puis il y a des choix qui tombent, c'est-à-dire vous y tenez pas vraiment, vous sentez qu'ils sont fragiles, qu'ils sont... Bon. Et donc, moi je trouve que c'est une des choses assez mystérieuses de toute façon dans la littérature de savoir qui parle. C'est jamais très clair qui parle. Donc là, c'est encore moins clair. C'est-à-dire qu'il y a même une sorte de mystère un peu affiché, un peu provocateur de qui parle, mais je crois qu'en fait, c'est jamais très clair.
Mais c'est même, dans... moi j'ai été surprise tout Par d'un ex- coup d'avoir ouais. le jeu en fait. Ouais, bien sûr. Parce qu'on s'attend à avoir Enfin, il arrive une au bout de 10 narration à la pages quand même, troisième mais... personne. Ouais. Oui, Mm. mais il arrive effectivement assez rapidement. Mais vraiment, je me suis dit, ah tiens, Mm. en fait c'est quelqu'un qui me parle. Enfin, c'est quelqu'un qui raconte l'histoire. C'est des questions qui me fascinent assez. Qui parle et pourquoi ça parle? Par exemple, dans les récits à la première personne, on peut toujours se demander, mais est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est oral? Est-ce que c'est du dialogue comme ça mental? Est-ce que c'est un livre que la personne est en train d'écrire, etc. Donc, je voulais pas avoir le seul point de vue de Cora, parce que je pensais que dans le type d'histoire que je voulais raconter, il fallait montrer les contraintes du système. Et donc aussi les contraintes pesant sur d'autres acteurs. C'est-à-dire aussi son N+1 ou 2 au-dessus d'elle, des collègues ayant un autre point de vue, des gens moins bien lotis qu'elle, toute une sorte d'échelle hiérarchique où elle est cadre intermédiaire et donc elle n'est pas forcément non plus celle qui a les conditions de travail ou de vie les plus dures. Donc c'était important cette pluralité de points de vue et du coup elle ne pouvait pas être narratrice parce que je la voyais mal raconter sa propre histoire. Et puis je voulais aussi qu'il y ait du recul. C'était important pour moi parce que c'est une histoire sur le manque de lucidité. C'est quelqu'un qui, à certains moments décisifs de sa vie, manque de distance, manque de lucidité. Et du coup, c'est comme si j'avais envie de raconter cette histoire à l'inverse, avec pas mal de recul. Et de pouvoir alterner comme ça les vitesses, comme si je pouvais être de temps en temps très près d'elle, ce que l'éditeur a un peu essayé de rendre sur la couverture, c'est-à-dire vraiment dans son sillage, un pas derrière elle, vraiment dans son mouvement. Et puis au contraire, de temps en temps, très loin, à décrire ce que c'est que... l'Île-de-France en 2010. Voilà. 10 millions d'habitants, un quartier d'affaires qui est un des plus grands d'Europe et qui s'est construit en 50 ans à La Défense. Bon, avec beaucoup de distance, une distance qu'on n'a pas quand on est pris dans le quotidien et qu'on essaie de sortir du bon wagon de métro pour aller le plus vite possible dans sa correspondance. Donc tout ça m'a orienté vers l'idée que ce serait quelqu'un d'assez extérieur à première vue à l'intrigue qui la raconterait et qui viendrait enquêter sur ces faits en étant aussi pas forcément d'emblée partie prenante, c'est-à-dire en s'efforçant de recueillir les points de vue et d'être équitable, c'est-à-dire de donner un peu le droit de se défendre à chacun dans cette affaire dont on sait vite qu'elle tourne mal, on sait vite que le livre se finit par un procès dès les premières pages. Donc on ne va pas te dire en quoi consiste ce procès, mais disons voilà, il y en a même 2 en fait. Donc le livre se finit par vraiment mal pour certains des protagonistes. Et en tout cas à un moment donné. Et donc du coup voilà, ce journaliste Mathias, il arrive des années après. Il dispose d'un certain nombre de documents qui lui tombent entre les mains ou qu'il va chercher, notamment des carnets de Cora. Donc on entend quand même la voix de Cora, c'était important pour moi, que de temps en temps elle dise je. Mais qu'elle dit je au présent, c'est-à-dire pas avec du recul, mais tel que sur le coup elle a vécu les choses. Donc c'est des notations parfois très simples. Hein. Elle, le soir de sa reprise du travail, elle dit voilà, la vie nouvelle commence, parce que c'est donc être professionnelle tout en étant maman, ce qu'elle n'a pas connu avant. J'espère que ça va bien se passer. Enfin, parfois c'est pas plus compliqué que ça. Mais il y a ces carnets qui permettent de se figurer un peu ce qu'était son état d'esprit à certains moments, d'entrer dans son intimité. Et le narrateur permettait aussi de donner un ton plus généralement, c'est-à-dire en même temps il a ce côté un peu dégagé, il peut s'efforcer à une forme pas forcément d'objectivité, mais disons une pluralité de points de vue équilibrés. En même temps il est aussi libre d'avoir un ton, donc plus qu'un narrateur omniscient ou voilà. Il peut être tendre, il peut être ironique, il peut être lyrique, il peut être sarcastique, et donc selon ce qu'il est en train de décrire, tous les tons sont dans le roman. Ça dépend vraiment s'il parle de cette espèce de comédie de bureau qui est l'open space, ou s'il évoque à l'inverse les premiers temps de l'amour de Cora avec son compagnon Pierre, dans des passages qui vont être évidemment plus dans l'émotion et le souvenir. Et donc voilà, tout ça était assez important. Évidemment, ce narrateur est aussi une forme d'alter ego de ma propre position par rapport au livre. Hein. C'est-à-dire, il enquête, oui. Moi aussi j'ai enquêté. Ça compte. Ça rend les choses plus fluides, je pense, plus faciles. Mais l'origine, vraiment, c'était quand même ce truc du mystère d'une voix qui nous parle. Parce que c'est ça la lecture. Quand on lit, il y a une voix qui nous parle dans notre tête, on subvocalise. Elle est là. C'est pas vraiment la nôtre. C'est celle de l'auteur un peu, mais l'auteur se cache aussi parfois. Donc c'est quoi exactement cette voix? Ce mystère-là m'intéresse. Oui, il incarne effectivement très bien cette voix.
C'est quand même pas moi. Hein. C'est pas moi. C'est fondamentalement pas moi. Je veux dire, il s'appelle Mathias. Il arrive plus tard. Pour vous dire les choses franchement, à l'heure actuelle, il a 5 ans. Puisque le roman est écrit depuis un point du temps que nous n'avons pas encore atteint. Donc, et moi j'en ai 36, vous voyez, on a quand même 31 ans d'écart. Donc on n'est pas exactement la même personne. Mais voilà. Bah, parce que pour moi, il fallait un métier de quelqu'un qui sait écrire, parce que c'est un livre qu'il écrit, qui en même temps est peut-être un peu frustré parce qu'il écrit d'habitude. Donc il se lance dans une initiative différente. Il en a marre de répondre aux commandes d'un rédac-chef. Il veut écrire sur les sujets qui, pour une raison ou une autre, le touchent. Voilà. Et donc la souffrance au travail, c'est une question qui le touche. D'une certaine manière, il est lui-même en souffrance au travail, on peut le supposer. C'est-à-dire que ce qu'il fait en tant que journaliste ne le satisfait pas beaucoup. Et donc il veut écrire quelque chose en s'immergeant plus dans une histoire, en prenant plus de temps. Ça, c'est une sorte ouais, peut-être qu'il a des ambitions littéraires. Rubempré est cité dans le livre. Juste avant le passage que j'ai lu, Cora dîne au Rocher de Cancale, qui est un resto qui a déménagé de quelques rues, ou de quelques mètres, mais où Balzac goletonnait et où Lucien de Rubempré mange. Et elle fait un dîner là-bas. Et cette brasserie existe toujours à Paris. Elle n'a rien de spécial d'ailleurs, hein, mais bon, c'est quand même un lieu un peu mythique de la littérature française. Et elle dîne pas non plus complètement par hasard. C'est-à-dire je balise un territoire, Paris, qui est déjà très représenté littérairement, et donc c'est comme si je venais ajouter une petite strate géologique, littéraire, mythique, à quelque chose qui a déjà bien une étoffe et une épaisseur. Mais donc ce journaliste, il se lance dans une tâche qu'il prend en fait trop à cœur. Et je crois que ce schéma-là est important pour moi. Une tâche qu'on prend trop à cœur. C'était le cas dans mon premier roman aussi. Il y avait un psychiatre qui prenait trop à cœur une expertise psychiatrique, jusqu'à peut-être un peu s'y perdre, qui passait trop de temps, qui s'attachait trop à un cas particulier, pour des raisons souvent assez personnelles, voilà, qu'on comprend au fur et à mesure du texte. Et la souffrance au travail aussi fonctionne comme ça. C'est pas les gens qui sont indifférents à leur travail qui laissent beaucoup de plumes. C'est quand même souvent les gens qui auraient envie que ça ait du sens, qui se donnent, qui s'investissent, etc. Tout ce que j'ai pu... c'est des perfectionnistes. Voilà. Donc le narrateur, il est comme ça. Il prend les tâches très à cœur. Et il a envie de sortir de la parole parfois un peu plus ordinaire, qui est celle du journaliste, pour aller vers une parole plus singulière, qui est celle de la littérature. Mais effectivement, tous ses amis se demandent bien pourquoi il est allé fourrer son nez là-dedans. On parlait du procès tout à l'heure, enfin des procès, et tout le roman est guidé par un événement dont on ne dira rien, puisque beaucoup de gens ne l'ont pas lu dans la salle, mais tout le roman est guidé par un événement dont on sait qu'il se produira le 8 juin 2012. Ouais, c'est ça. Voilà, on sait que le 8 juin 2012, il va se passer quelque chose de tragique. Là, je ne vous révèle rien, je veux dire, on le sait dès le début. Est-ce que vous saviez dès le début que ce roman allait tourner autour de cet événement-là, du 8 juin 2012 ? Non, alors pas dans les premiers mois, mais assez vite, voilà, j'ai eu l'idée de ce drame, de cette histoire, donc qui touche Cora. Ce qui m'intéressait dans ce qui lui arrive, c'est que la question de la responsabilité est complexe. C'est-à-dire que c'est évident que ce qui lui arrive à avoir avec l'entreprise dans laquelle elle travaille, son travail, ses supérieurs, les mauvaises relations qu'elle a avec ce Franck Tomaso que j'ai cité. Et en même temps, ça ne va pas être si simple à prouver cette responsabilité. Ce n'est pas une responsabilité directe, c'est une responsabilité plus diffuse. Et elle-même est responsable aussi assez largement de ce qui lui arrive. Je crois que dans les entreprises, qui sont des organismes très vastes, avec une division des tâches très fine, et beaucoup d'intermédiaires, etc., les choses fonctionnent quand même souvent comme ça. Et dans nos sociétés, de façon générale, il y a un déséquilibre entre un système juridique qui reconnaît seulement les responsabilités les plus directes, c'est-à-dire
même la religion, ce que je fais à mon prochain, voilà, si je lui colle une baffe ou si je l'insulte, là c'est facile à démontrer. Alors qu'en fait, dans notre monde, les responsabilités les plus importantes sont les responsabilités indirectes, c'est-à-dire la manière dont un PDG d'une boîte de 8000 personnes comme Borelia, qui s'appelle Antoine Mangin, va prendre des décisions stratégiques qui vont affecter des gens en bas de l'échelle, mais des gens qu'il connaît peut-être à peine, ou qu'il n'a jamais croisés, ou dont il ignorera toujours le nom. Ça vaut dans d'autres domaines de notre existence qui sont importants. Par exemple, ça vaut dans l'écologie. Voilà, les avions que nous prenons depuis nos aéroports français ont des conséquences sur le fait que les eaux montent à Jakarta et que la capitale de l'Indonésie va devoir déménager dans les années qui viennent. Mais c'est une responsabilité très indirecte. Personne n'ira jamais nous dire c'est votre faute si Jakarta est sous les eaux. Donc, on nous le dit un peu, mais on ne nous le dit pas tellement, on ne nous le dit pas en face, quoi. Et donc ce truc-là m'intéresse beaucoup. Donc le livre est construit autour de ce drame qui est un peu l'œil du cyclone, quoi, ou le point vide de la spirale qui attire, vers lequel Cora est attirée. Une autre chose qui n'était pas évidente dès le début du livre, c'est que ce serait daté avec une telle précision. C'est-à-dire que... d'ailleurs, j'ai une réticence au début avec le réalisme... Et puis à un moment donné, j'ai dépassé cette réticence et au contraire, je me suis dit que j'allais faire de la poésie avec le réalisme. C'est-à-dire que j'oserais non seulement écrire les mots Excel et PowerPoint qui ne sont pas des très jolis mots de la langue française dans des phrases parce que c'est la réalité des gens aujourd'hui et que donc il faut bien en parler en littérature. Et donc je les mettrai dans des phrases. Mais aussi, puisque au fond, l'histoire de cette entreprise, je voulais la décrire en détail avec précision parce que c'est des choses qui sont rarement décrites en littérature, en allant au bout, je me suis rendu compte que les événements n'avaient pas lieu n'importe quelle année, que ça avait lieu en 2012, plus précisément au printemps, et de fil en aiguille, j'ai abouti au constat que c'était forcément le 8 juin. Voilà. Et il y avait une nécessité forte là-dessus. Voilà. Donc, j'ai daté ça avec précision et ça détermine aussi le rythme du livre. C'est-à-dire que c'est un livre qui commence relativement lentement. Parce que je prends le temps de raconter l'histoire de cette entreprise aussi, celle de Cora, en remontant un peu dans le passé. Donc son passé à elle, j'en ai donné un extrait, mais aussi le passé de la boîte depuis 1947 et sa fondation, pour qu'il y ait du recul historique, enfin voilà, pour des raisons que j'ai un peu mentionnées tout à l'heure. Et puis à partir d'un certain point, ça bascule au contraire vers l'avant. Il n'est plus question que du présent. Et ça va plus vite et elle est dans une sorte de course comme ça, un peu à perdre haleine parce que la pression augmente sur ses équipes, parce qu'il y a un plan de restructuration qui va l'affecter, parce que dans sa vie privée beaucoup de choses se détraquent et donc on court jusqu'à ce fameux 8 juin 2012. Et c'est vrai que pour le lecteur en l'occurrence d'avoir une date comme ça et qu'on connaît dès le début, on a le sentiment d'un compte à rebours voilà, jusqu'au moment où on arrive à ce 8 juin 2012. Et ça fonctionne très bien. Et alors, on parlait tout à l'heure justement de la question de la responsabilité. Je pense que sur un sujet, sur la construction du capitalisme, ça aurait été quand même très facile, a priori, de tomber dans le manichéisme et de désigner nettement des coupables. Comment on s'y prend pour ne pas le faire et pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi ne pas le faire ? Précisément parce que c'est trop facile. C'est-à-dire que pour savoir que le capitalisme a des effets destructeurs sur nos liens sociaux ou sur nos écosystèmes, aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'écrire des romans. Enfin, il est question de ça tout le temps, dès qu'on ouvre les journaux, etc. Alors c'est plus ou moins masqué, c'est plus ou moins bon, mais c'est quand même une espèce des données que tout le monde a à peu près en tête. En revanche, on se pose rarement la question de quelle marge de liberté ont les acteurs par rapport aux contraintes qu'ils subissent, par exemple, dans ce système. Voilà. On se la pose parfois personnellement. C'est-à-dire, si on travaille dans tel environnement, on sait qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à obtenir, mais qu'on peut, si on se motive avec des collègues, faire valoir telle revendication, ou faire évoluer les choses de telle manière, ou améliorer autour de soi les choses dans son environnement, etc.
Mais bon, cette question-là, elle est intéressante quand même. C'est-à-dire, plus précisément, qu'est-ce qu'on reproche à ces nouvelles organisations du travail, par exemple? Vraiment, plus précisément, c'est-à-dire y compris dans ses effets sur nos corps, dans ses effets sur nos rêves, dans ses effets sur nos sommeils, etc. Donc moi, je voulais écrire quelque chose de très concret. Je n'ai pas tout calculé, loin de là, mais en finissant le livre, je me suis rendu compte, par exemple, parce que maintenant, avec les traitements de texte, on peut faire des recherches d'occurrence de mots, que le mot capitalisme devait figurer 2-3 fois en 400 pages, alors qu'il est beaucoup question de ça quand même. Le mot néolibéralisme, qui désigne quand même la forme actuelle du capitalisme, ne figure pas, je pense, dans le texte. Mais je ne l'avais pas fait exprès. Enfin voilà, c'est juste que je suis dans le concret de la vie de Cora et de ses collègues, et que donc ils ne réfléchissent pas par notion théorique. Ils réfléchissent de manière très pratico-pratique. Est-ce que pour mieux se concentrer, on peut obtenir de remettre des cloisons dans cet open space? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de licencier 1000 personnes de cette entreprise, ou est-ce qu'on pourrait s'en tirer 100? Comment est-ce qu'on accède au PDG? Est-ce que je démissionne? Est-ce que j'ai les moyens de démissionner avec un crédit sur le dos? C'est plutôt ce genre de questions-là que les gens se posent. Donc, voilà, je voulais qu'on ait effectivement toute l'échelle hiérarchique de la secrétaire au PDG, sachant que c'est quand même un siège social que je décris, donc c'est pas non plus les petites mains de la gestion dans des centres qui d'ailleurs sont parfois destinés à fermer, dans des villes moyennes de province, etc. Ça commence néanmoins à Clermont-Ferrand, puisque c'est là que cette mutuelle, qui ensuite va devenir Borelia, est fondée. Et puis voilà, ces histoires d'entreprise sont des histoires qu'on ne raconte jamais en fait. Il y a très peu d'historiens du monde de l'entreprise. Souvent, c'est les entreprises elles-mêmes qui finissent par commander pour tel ou tel anniversaire une histoire, mais donc en interne, donc qui est évidemment hagiographique, elle n'est jamais critique. Et du coup, c'était ça un peu le pari. Moi, j'ai un sens de l'écologie littéraire assez affiné, c'est-à-dire que quand j'entre dans une librairie comme Roi Blanche, je me dis il y a quand même beaucoup de livres. Peut-être trop. Et donc, ça m'effraie, ça me fascine en même temps, évidemment. C'est un mélange curieux des deux. Et je me dis, je préfère ne pas publier trop souvent, d'une part, pour tenir compte de cette surproduction, et ensuite essayer d'écrire des livres qui n'existent pas déjà. Voilà, donc cette histoire d'entreprise un peu fouillée en littérature française, il y a des choses qui ne sont pas très loin, mais j'ai pas d'exemple, voilà, de choses qui vraiment viennent occuper ce créneau-là. Un portrait de femme dans le monde du travail contemporain, un peu fouillé comme ça. Et donc, voilà, c'était ça l'idée. Ensuite, ça m'a beaucoup amusé de créer des personnages qui ont du coup des valeurs assez différentes, des rapports à l'argent assez différents, des rapports au temps assez différents, des vies privées assez différentes, et justement d'entrer dans leurs raisons privées pour qu'on comprenne qu'il y a toujours plusieurs points de vue dans une situation. Alors, je donne un exemple. Peu avant le 8 juin, je ne vais pas lire le passage parce que c'est un peu trop loin dans l'intrigue, mais Cora est amenée à demander une demi-journée de congé à son N+2. Et bien, tout le chapitre tourne autour de cette scène, qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui en fait est une confrontation très violente pour elle, parce qu'ils sont déjà dans de mauvais rapports, et donc elle craint qu'il refuse, et pour elle, c'est pas possible qu'il refuse. Et donc, le chapitre est construit en montage alterné. On suit Franck, ensuite Cora, etc. Et donc, quand on arrive à la scène, on sait très bien où Franck en est de sa vie à ce moment-là, ce qu'il a en tête, et pourquoi lui peut considérer que cette demande est irrecevable et qu'elle vient vraiment l'emmerder, et pourquoi elle, à l'inverse, a l'impression qu'il est impitoyable et que vraiment il comprend rien. Et d'une phrase à l'autre, ça se resserre. Donc au début, on passe quelques pages avec l'un, quelques pages avec l'autre, etc. Puis à un moment donné, ça se resserre et c'est d'une phrase sur l'autre qu'on bascule d'un point de vue à l'autre. Bon. Donc là, voilà, ça c'est un peu technique, mais en même temps, c'est ça qui est intéressant littérairement, c'est-à-dire ce jeu sur les points de vue, il peut prendre plein de formes différentes. On peut parfois laisser Cora pendant pas très longtemps, mais 10, 15, 20 pages, et puis la retrouver ensuite, du coup, avec plus d'informations sur elle, parce qu'on a eu d'autres regards. Je trouve que c'est vraiment une des forces du livre que de nous permettre de sortir un peu de nos têtes, de nos peaux, et de nous glisser dans la peau d'autres gens. Et du coup, pas que d'une seule personne, mais d'une variété de personnes qui sont prises dans un collectif et qui doivent le faire, donc quelle entreprise en l'occurrence, et qui doivent le faire avancer bon gré mal gré,
mais qui pourrait être la famille, qui pourrait être une bande d'amis. Voilà, ça pourrait valoir dans d'autres types d'histoires. Et alors, on a justement l'impression que vous êtes glissé dans ces corps dans l'open space, tellement vous le décrivez bien. J'ai sélectionné 2 passages, si vous voulez bien nous en faire la lecture, qui sont assez saisissants. Un passage sur les fenêtres et un passage sur les portes. C'est pas très glamour comme ça, mais... Oui, d'accord. Donc, cette entreprise, juste pour resituer, est chassée par la montée des prix de l'immobilier de Paris Intramuros et déménage à La Défense, qui n'est pas beaucoup moins cher, mais qui est quand même un peu moins cher et qui permet aussi de regrouper des gens qui étaient sur différents sites, donc globalement de faire des économies. Voilà. Et donc, c'est une tour qui s'appelle la Tour Galaxy, et où Cora se met à travailler à l'automne 2011. Elle découvre ce que c'est qu'une tour, ce que c'est que de passer ses journées au 27e étage, à 110 mètres du sol. Elle s'est rendue compte dès les premières heures, avec une montée d'angoisse, qu'il n'y avait nulle part, ni dans les bureaux, ni dans les couloirs, de fenêtres qu'on puisse ouvrir. Et cette question des fenêtres revient sans cesse dans ses pensées. Elle cherche les raisons. On ne peut sûrement pas se permettre, à cette hauteur, de laisser à des individus globalement compétents, mais en définitive très ordinaires, le soin de décider quand il est pertinent ou non de renouveler l'air qu'ils respirent. Pour peu que 2 d'entre eux, à des angles différents de la tour, soient touchés par la grâce synchrone de cet esprit d'initiative, et la bourrasque s'engouffrerait, forçant tout le monde à marcher courbé vers l'avant et en se tenant au mur, dans des rafales de menus objets de bureautique, post-it, trombones, agrafes et de feuilles de brouillon. Une simple fenêtre ouverte, et ce serait la pluie et le froid qui viendraient détraquer tout le système de climatisation, foutant en l'air le travail indifférent mais minutieux d'ordinateurs qu'on payait pour qu'ils calculent les variations de température et le taux d'humidité. Et puis, il y aurait certainement des cadres sans histoire, des employés que jamais on n'aurait pu croire doués d'une intériorité pour avoir envie de se pencher, pour regarder en bas et sauter, rejoindre l'asphalte un jour de krach boursier, de licenciement massif ou de vie qui ne vaut plus la peine. Comme à l'accoutumée, comme dans les textes qui expliquent en petits caractères ce que couvre et ne couvre pas une police d'assurance, ou comme dans les annonces de la Régie des transports, les raisons d'état de fait sont de très bonnes raisons. Mais le cœur, comme à l'accoutumée, ne veut rien en savoir. Son cœur constate l'énorme différence qu'il y a entre une fenêtre qu'on ouvre et ferme soi-même et une vitre qu'on subit. Son ouïe ne s'habitue pas à la soufflerie permanente, qui lui donne l'impression d'être coincé dans un avion qui ne décolle jamais du tarmac. Sa peau et ses sinus sentent que l'air qui circule dans le bureau est sec, aseptisé, épuré peut-être des pollutions et des microbes qui rendent malades, mais aussi des parfums nomades et de tous les germes de vie. On dirait que cet air dépose sur les visages à partir du lundi matin les pigments invisibles d'une peinture, qui dès le mardi soir leur donne un teint grisâtre. Elle découvre ce que c'est que de travailler en open space, un autre grand changement qui exige du corps d'autres adaptations animales. Elle est d'ailleurs, j'ai vérifié, loin d'être la seule à faire cette expérience. C'est la tendance ces années-là. Les plateaux qui s'ouvrent pour économiser de l'espace et faire circuler la lumière. Toutes les cloisons qui tombent pour faciliter les échanges. Maintenant qu'elle l'a perdu, Cora se rend compte qu'avoir son propre bureau était une chose précieuse, qu'elle aimait la déco qu'elle y avait placée, le nu de Willy Ronis, la photo de l'Égoile, et le progrès de civilisation remarquable qui constituait cette porte, qu'un peu comme une fenêtre, on pouvait décider soi-même en individu autonome de fermer ou d'ouvrir. Ce genre de choix appartient au passé. Suivant la courbe de la façade, les postes de travail sont répartis en carrés de 4 et séparés les uns des autres par des armoires d'1,50 m, dans lesquelles des placards qu'on peut fermer à clé servent aussi de vestiaire. Cora est avec Astou en face, qu'elle adore. Nadège, tout de même très particulière, en diagonale. Et à sa droite, Damien Touret, dont l'existence depuis qu'elle le connaît ne lui paraît ni un bien ni un mal. Le passage est incessant dans le couloir qui longe le plateau. Cora se demande ce qu'ils ont tous à aller et venir, sauf quand c'est elle qui se retrouve à le faire, en quête de renseignements, pour aller aux toilettes, et le plus souvent seulement pour se dégourdir les jambes, mais en adoptant alors une démarche suprêmement affairée. Il y a le bruit que rien n'arrête. Les conversations que son oreille attrape pro ou privées, qui en tout cas ne la regardent pas. Parfois, c'est le but affiché, la transversalité. Elle entend poser une question à laquelle elle a la réponse, un problème sur lequel elle a un avis. Et elle peut réagir, mais cela suppose de s'interrompre, au risque qu'il soit plus difficile de replonger dans le travail.
Elle a des collègues que ça ne dérange pas de s'interrompre à tout bout de champ. Ils écoutent mine de rien toutes les conversations et y font ingérence dès que ça les intéresse, même si ce n'est pas du tout à eux qu'on s'adressait. Certaines voix s'élèvent haut pour un oui, pour un non, s'affranchissant de tout contrôle de leur propriétaire. Chacun est incité à travailler son répertoire de mimiques connotant l'exaspération. Une collègue a un jour apporté des panonceaux avec marqué en lettres capitales « abrège » et puis « moins fort » et puis « on a compris ». C'est là qu'on se rend compte, commande Cora à Pierre, son compagnon, que toutes les voix ne sont pas belles. Loin de là, il y en a qui sont insupportables, alors que les visages, je ne sais pas, je leur trouve toujours un intérêt. Et quand Pierre lui fait remarquer qu'il y a tout de même des tronches qu'on en a marre d'avoir dans le champ, des têtes qu'on guillotinerait bien, les voix c'est plus rédhibitoire. Une fois le système nerveux central averti du problème, on n'en sort plus. Taper à l'ordinateur fait du bruit. Les gens qui psalmodient le contenu des mails qu'ils rédigent ou approuvent à mi-voix chacun de leurs clics de souris font du bruit. Surtout quand pour se donner du rythme, ils cèdent d'un tremblement nerveux du pied ou du genou. Ouvrir le courrier fait du bruit. Et puis les gens qui rient. Ce n'est pas leur faute, c'est tant mieux pour eux. Mais s'ils pouvaient s'arranger simplement pour trouver tous les mêmes choses drôles et faire tous leurs blagues en même temps. Merci. Alors comment est-ce que à partir d'un sujet aussi réaliste que ça, aussi terre à terre que les open space, comment est-ce qu'on en vient à le travailler en matière littéraire, à le styliser C'était pas facile et pendant des années je me suis dit dans quoi tu t'es embarqué mon pauvre. Je pense que on peut partir des personnages. Les gens ont un point de vue sur les choses. On a tous besoin de quelque chose qui soit pas sec dans nos vies, de quelque chose de plus charnel, de plus poétique, de plus émouvant. Et donc on va remettre du sentiment même là où le réel paraît très prosaïque. C'est-à-dire qu'on peut faire des blagues sur les tableaux Excel, comme on peut trouver beau les vues qu'elle a depuis ce bureau de la Défense, parce que de fait, elle a des vues magnifiques sur la région parisienne. Voilà. Donc je pense qu'entre l'expression de la colère, l'expression de l'humour, l'expression de quelque chose où on est touché au cœur par tel ou tel phénomène, c'est tout à fait possible de contrebalancer le réalisme par du lyrisme. En fait, c'est vraiment les deux pôles entre lesquels oscille le livre. Il propose un réalisme très précis, beaucoup plus précis que beaucoup de livres français contemporains, avec pour moi cette idée qu'on peut refaire les trajets de Cora, on sait où elle habite, on a son adresse, pas au numéro près, mais on a sa rue, en banlieue est de Paris, à Montreuil, mais aussi quand elle va en Normandie ou dans les Cévennes, il y a des passages, on sait où ça se passe, donc c'est assez précis. Dans l'idée que c'est comme si tout ça faisait qu'elle existe vraiment, voilà, qu'elle a existé, que tout ça a eu lieu. C'est pas grave qu'on sache très bien que c'est fictif par ailleurs, mais voilà, c'est une simulation, on fait semblant que tout ça a vraiment existé. Comme si le journaliste, pour y revenir, racontait comme si c'était un livre de non-fiction narrative. C'était un livre d'enquête, comme Emmanuel Carrère a fait L'Adversaire sur l'affaire Jean-Claude Roman, ou comme Roberto Saviano a fait Gomorra sur la mafia, la Camorra napolitaine. C'est-à-dire, tout ça a eu lieu, parce que de fait ça a eu lieu, c'est juste que ça n'a pas eu lieu pour Cora Salm dans une boîte qui s'appelle Borrelia, mais ça a eu lieu. Donc racontons-le comme si ça avait eu lieu. Et de l'autre côté, le mythe, quelque chose de beaucoup plus durable, c'est-à-dire dans quoi on est inscrit, qui nous dépasse, qui peut transcender les siècles. Elle se conçoit elle-même comme une héroïne de sa propre vie. Elle a envie d'avoir une vie, pas héroïque au sens de la grandeur, mais héroïque au sens d'une aventure, d'une vie avec des intensités. Et évidemment, le narrateur qui arrive des années après considère aussi que si cette histoire mérite encore d'être racontée, c'est peut-être parce qu'elle peut avoir une valeur un peu mythique. Et là non plus, pas mythique au sens grandiloquent du terme, mais juste au sens d'une histoire qui connaît plusieurs versions, qu'on a un peu oubliées, qu'on remet au goût du jour, qu'on réactualise, etc. Évidemment, dans ce pôle mythique, il y a beaucoup de choses du livre qui appartiennent. C'est-à-dire que, par exemple, le thème des enfers joue un rôle important dans le livre. J'ai toujours été fasciné par ça. Cora a l'impression de passer une partie de sa vie en enfer parce qu'elle passe une partie de sa vie dans le RER A et le métro, qui est ce qui y ressemble le plus, d'après les informations qu'on a sur l'enfer.
Mais aussi parce que l'entreprise devient un peu un enfer au fur et à mesure. Elle ne l'est pas au départ. Au départ, c'est une entreprise qui va plutôt pas mal, mais voilà, ensuite, ça le devient. Et enfin, parce qu'elle aime, avec Pierre, un opéra qui s'appelle Orphée et Eurydice de Gluck, opéra de la fin du XVIIIe, et que ça joue un rôle dans leur histoire, et que cet opéra va les hanter jusqu'au bout. Et donc, j'explore voilà, un peu Paris dans ses sous-sols, y compris au sens géologique, c'est-à-dire le bassin calcaire sur quoi est construit Paris. Elle descend à un moment donné dans les catacombes, comme font pas mal de gens à Paris. C'est-à-dire des anciennes carrières, hein. C'est pas des catacombes où des gens ont été enterrés, c'est les lieux d'où a été extraite la pierre calcaire qui a construit Paris. Et donc tout ce pôle-là, voilà, est forcément plus poétique, mais en même temps on voit bien qu'il est les deux. Il est les deux du même coup. Le métro, c'est très prosaïque, et ça peut être très poétique si on le prend comme ça, comme une sorte de monde souterrain où on passe une partie de notre vie et dont les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Oui, c'est vrai que la poésie du métro parisien n'est pas flagrante quand on est dedans, mais on tâchera d'y repenser la prochaine fois. Alors, une dernière question. Il y avait déjà une dimension de critique sociale dans vos 2 précédents romans. Est-ce que vous avez l'ambition d'une entreprise balsacienne de construire une œuvre romanesque sur le monde contemporain et sur ceux qui l'habitent ? Alors balsacienne, je dirais pas ça, parce qu'on n'est plus du tout à la même époque et que l'histoire repasse pas les plats. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très totalisant chez Balzac, où il décrit la société quelques années après, enfin voilà, disons de la Révolution à la monarchie de Juillet, mais secteur par secteur avec des personnages récurrents, etc. Donc, et puis c'est un réalisme qui repose quand même beaucoup sur le narrateur omniscient, même si ensuite il a utilisé plein de formes. Il a fait aussi du fantastique, il a fait... Bon. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'aime bien écrire une littérature du présent, et ce que j'entends par là, c'est d'abord qu'il parle de notre temps, bien sûr. C'est-à-dire que je me sens plus compétent pour parler de notre temps que par exemple de l'histoire du XXe. Je pense qu'il y a plein de gens qui font ça très bien, parler de l'histoire du XXe, et c'est très important. J'y reviens parfois un peu, puisque je traverse un peu l'histoire de la France d'après 1945 depuis le point de vue d'une entreprise, là, dans le 2e chapitre du livre. Mais globalement, j'aime bien parler du présent, parce que j'ai l'impression que c'est ce que je connais le mieux, ce sur quoi j'ai le plus de choses à dire. Mais aussi parce que dans le présent, il y a encore des choses sur lesquelles on peut agir, réfléchir, des questions qui sont encore ouvertes. Évidemment, le passé aussi nous donne à réfléchir. Mais on ne peut plus tellement agir. On ne peut pas faire en sorte que telle ou telle horreur du passé historique n'ait pas eu lieu. On peut faire en sorte simplement qu'elle n'ait plus lieu. Voilà. Alors que quand on parle du présent, mon livre précédent parlait de l'élevage industriel, par exemple, de ce système également assez infernal qu'est l'élevage industriel. Bah, c'est une question sur laquelle on peut encore agir. C'est devant nous, c'est pas que derrière nous, quoi. Et le monde de l'entreprise tel qu'il se transforme, ces réorganisations, etc., c'est pareil. On peut tous être selon notre sphère d'activité, dans notre vie, des personnes qui réfléchissent là-dessus, qui en parlent autour d'elles, qui s'informent là-dessus. Et comme j'aime bien que le roman donne à la fois à sentir des choses très physiques, mais aussi à penser, des choses plus sur l'état de notre société, voilà, ça me tient à cœur. Donc je ne sais pas sur quoi je travaillerai ensuite, mais je pense sur des problèmes qui sont comme ça, qui ont des racines parfois un peu anciennes, mais qui sont encore devant nous, au moins en partie. On peut clore le débat par peut-être une dernière petite lecture, si vous êtes d'accord, peut-être du tout début du roman, pour finir de donner envie à ceux qui ne l'auraient pas lu. Oui, donc je vais lire les premières lignes, en fait. Et puis de toute façon, je reste dans le coin si vous avez d'autres questions qui vous viennent. Je regarde pareil jusqu'où je lis. Notre espèce bagnodait sur Terre depuis 200 ou 300 000 ans, lorsqu'un matin, sur le coup de 7h30, Cora Salm se mit à voir d'un œil neuf les couloirs de céramique bleue et blanche du métro parisien. Vêtue d'un pantalon de toile et de sa veste la plus élégante, elle arpentait le quai en ballerine, d'un pas un peu flâneur, zigzagant entre des silhouettes qui tenaient elles aussi à repousser l'automne. Elle regardait les bancs carrelés le long des murs,
le ventre voûté du plafond dont l'armure d'écaille scintillait au-dessus de la menace des voies, et trouvait cela assez beau. Elle avait vécu presque toute sa vie à Paris, et avait tellement l'habitude du métro qu'elle n'arrivait à le voir qu'après l'été, lorsque la femme ensoleillée qu'avait fait grandir en elle les vacances était soudain contrainte de réintégrer sa place ordinaire. Cette fois, le congé de maternité lui avait permis de prolonger ce décrochage du rythme dominant, d'oublier parfois quel jour de la semaine on était, de faire venir les gens à elle au lieu de filer à leur rencontre. Plutôt que de se répéter que la reprise allait être rude, il était peut-être plus malin de profiter de cette capacité d'attention éphémère. Ils étaient là, tout autour d'elle. Ils se postaient à l'endroit du quai qui leur permettrait de perdre le moins de temps possible à leur sortie ou lors de leur correspondance. Ils s'étaient levés, s'étaient douchés ou bien débarbouillés au moins, avaient petit déjeuner ou avalé au moins une tasse de thé ou de café, s'étaient composés devant la glace avec des gestes encore tremblants de sommeil, une apparence sortable. Ils avaient choisi des vêtements qui leur donneraient l'air plus solide qu'ils n'avaient l'impression de l'être en réalité. Et désormais, ils s'alignaient au bord des rails, les yeux rivés sur le tunnel d'où surgirait la rame, ou laissant s'imprimer sur leur rétine les images affichées de l'autre côté des voies, blousons d'automne, lumière de vacances hors saison pour couples sans enfants, cartable à la fois robuste, pour marcher et suffisamment à la mode pour garantir la paix sociale. Dans leur immense majorité, ils allaient au travail, tirés du lit par l'envie de poursuivre les projets en cours, par le désir de se rendre utile, par l'entêtant besoin de survivre. Comme il était étrange en fait, qu'elle se soit habituée à trouver cela banal. Merci, et merci à tous d'être venus. Et si vous êtes d'accord pour vous livrer une petite séance de dédicace pour ceux qui veulent faire signer, le livre est disponible là-bas ou peut-être vous l'avez déjà. Merci à tous d'être venus. Vous venez d'écouter Vincent Message, auteur de Cora dans la spirale, publié au Seuil Éditions, à la librairie Ombre Blanche, vendredi 25 octobre 2019.